à tous à Tel Aviv. Vous êtes dans un auditorium que je connais bien parce que j'ai été directrice de cet institut français et conseiller culturel à l'ambassade de France à Tel Aviv il y a une dizaine d'années. Donc, je suis très heureuse de revoir ce décor. J'aurais bien voulu être là ce soir, mais Mona et moi sommes à Paris, dans deux endroits différents. Je salue aussi Yael Barouk qui organise cette nuit de la philo, avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant mes années à l'ambassade. Et je pense que c'est Gisèle, la fameuse Gisèle qui assure la traduction du français en hébreu et de l'hébreu en français, qui est la meilleure interprète dans ces deux langues, à ma connaissance. Voilà, alors nous sommes donc à Paris, Mona Jafarian et moi, chacune de notre côté. Mais c'est une chance formidable d'avoir l'occasion de pouvoir dialoguer avec Mona Jafarian et un public israélien de l'autre côté de la mer. Je présente Mona. Mona Jafarian est présidente de l'association franco-iranienne Femmes Azadi, consultante et conférencière. Elle porte la voix de la révolution Femmes, Vie, Liberté et ne cesse de combattre l'islamisme. Je la remercie tout de suite de bien vouloir nous consacrer un peu de temps aujourd'hui parce qu'elle aussi suit des élections dans son pays, à distance, parce qu'elle est à Paris. Nous sommes tous plongés dans des élections en France et pas en Israël encore pour l'instant, mais vous avez une guerre. Et donc, merci Mona de bien vouloir passer un peu de temps avec nous, alors que je sais que vous êtes extrêmement sollicitée pour commenter les élections qui ont lieu à partir de demain en Iran, c'est ça? Oui, exactement. Vous m'entendez? Ça commence demain. Oui. Et un appel à l'abstention de la part de l'opposition. Pouvez-vous nous dire quelques mots déjà sur ce qui se passe ces jours-ci en Iran? Oui, bien sûr. Suite au crash de l'hélicoptère, Ah, je vous entends plus. Attention, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais là pas je vous pourquoi mon entends. son. Ah, très bien. Suite au crash de l'hélicoptère de l'ancien président Ebrahim Raïssi et du ministre des Affaires étrangères Abdollahian, il y a des nouvelles élections qui vont avoir lieu demain. Mais il faut savoir que les Iraniens vont boycotter massivement ces élections. Le régime est en train de tout faire pour essayer de pousser les gens aux urnes, notamment en laissant un candidat dit réformateur, donc qui prône un régime un peu plus assoupli, mais les Iraniens ne sont pas dupes et savent bien qu'aucune réforme n'est possible du régime en place. Et c'est devenu une sorte de référendum finalement pour les Iraniens à chaque fois qu'on a des élections, puisque les dernières étaient législatives et qu'il y avait eu 92% d'abstention, ce qui nous avait permis de savoir quel pourcentage de la population était acquise au régime et quel pourcentage ne l'était plus. Donc maintenant, nous avons la certitude qu'au moins 90% des Iraniens sont contre le régime en place. Vous n'avez pas de son. Non, il faut que vous remettiez votre micro. Alors, C'est bon. Non, ça ressaute. et maintenant, C'est bon. c'est bon? Oui. On ne touche à rien, hein. Je voulais juste que vous me disiez un peu plus sur ces élections. Ça se déroule sur plusieurs jours. Il y a également des gens qui votent à l'étranger. J'ai vu que c'était tout un enjeu, ce vote des Iraniens à l'étranger. Non, c'est pas vraiment un enjeu puisque les Iraniens de la diaspora ne votent pas, donc il n'y a pas vraiment d'enjeu de ce côté-là. Maintenant, c'est vrai qu'aux États-Unis, le régime a demandé au gouvernement Biden d'installer des centres de vote et ce qui est complètement très aberrant pour nous, c'est que le gouvernement américain a accepté de répondre à la demande du régime des ayatollahs, sachant qu'il n'y a plus d'ambassade américaine en Iran depuis très longtemps et vice-versa, et que les États-Unis sont considérés comme l'ennemi suprême du régime. Mais malgré ça, Joe Biden a accepté de leur installer des points de vote. Et il faut savoir que cette mesure n'a aucune incidence sur les votes, puisque les Iraniens de la diaspora, comme moi,
ne votons Ils pas. ne vont pas voter. Mais c'est une guerre psychologique qui est menée vis-à-vis du peuple iranien pour leur montrer qu'encore une fois, les États-Unis ont cédé à une demande du régime. Et vous attendez encore un grand taux d'abstention dans les 90%? Alors, on espère, oui, que le taux d'abstention va être très élevé. Alors, sur ce coup-là, le régime a été encore plus loin dans la répression, puisqu'ils ont, il y a une obligation pour tous les fonctionnaires d'aller voter. Et cette fois-ci, ils seraient virés si jamais ils n'y allaient pas. Toutes les forces, que ce soit armée, militaire, police, services pénitentiaires, etc., sont également obligés de se rendre aux urnes. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, également des entreprises privées, parce qu'il faut savoir que 60% des richesses de l'Iran sont entre les mains du corps des gardiens de la révolution islamique. Et donc, ils ont énormément d'entreprises privées et que leurs salariés ont également l'obligation d'aller voter. Donc, on sait que de nombreux salariés vont quand même faire acte de résistance. Mais c'est vrai que comme les enjeux des élections sont plus importants pour Khamenei, la répression sera d'autant plus forte pour obliger les gens à aller aux urnes. Et on prévoit des manifestations des oppositions? Mais écoutez, comme les Ah, manifestations ne sont pas autorisées en Iran, je sais, on on ne sait n'annonce jamais, pas. voilà, on ne sait jamais si il peut y en avoir ou pas. Mais depuis l'attaque de la République islamique contre Israël le mois dernier, il faut savoir que le régime a déployé très très massivement ses forces armées dans les rues et que la répression n'a jamais été aussi forte qu'en ce moment, puisqu'ils ont très très peur de révoltes qui recommenceraient à nouveau. Alors, puisqu'on parle, des manifestations, moi je vous ai, beaucoup croisé, je vous ai beaucoup vu, Mona Jafarian, dans les manifestations à Paris, comme, des manifestations pour la libération des otages, emprisonnés à Gaza et les manifestations contre l'antisémitisme. Vous êtes toujours accueillis avec beaucoup d'enthousiasme, les gens sont très heureux de voir la représentante de ce combat en Iran, Femmes, Vie, Liberté. Alors, expliquez-moi pourquoi vous vous rendez dans ces manifestations? Mais j'ai envie de vous dire, j'ai plus de mal à comprendre pourquoi on est si peu de personnes non juives à s'y rendre. Parce que pour nous, quand il y a eu le 7 octobre, déjà on était très 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 en colère, hein, puisque ça faisait déjà plus d'un an qu'on était en train d'alerter ici en Occident que la République islamique allait attaquer, qu'il allait déclencher ses proxys terroristes, puisqu'à chaque fois que ce régime est en difficulté, son seul moyen de se maintenir au pouvoir, c'est le terrorisme. Mais malheureusement, l'Occident est resté terriblement sourd à nos demandes, que ce soit nos demandes pour les classer en organisations terroristes, pour leur geler leurs fonds ou mettre un frein aux négociations en cours. Donc, quand on s'est réveillé le 7 octobre et qu'on a appris les nouvelles, on n'a pas spécialement été surpris de ce qui venait de se passer. On a été surprise par l'ampleur de l'attaque. On n'a pas non plus été surprise par la barbarie dont a fait preuve le Hamas, le 7 octobre, c'est tous les jours en Iran, donc on a vu les mêmes exactions, les mêmes viols, les mêmes mutilations. Donc, et quand il y a eu la première manifestation, qui était, je crois, 2 jours après le 7 octobre à Paris, eh bien, tout naturellement, les Iraniens de la diaspora ont pris leur drapeau et sont partis sur le lieu de la manifestation. On s'attendait pas à un accueil aussi chaleureux et c'est vrai que ça nous a beaucoup émus parce que nous-mêmes, ça faisait un an et demi qu'on était très seuls dans notre combat. Personne nous entendait, personne nous voyait et c'est vrai que depuis le 7 octobre, il y a une union incroyable entre le peuple iranien et la communauté juive en France, mais pas que ce soit à Londres, en Allemagne, aux États-Unis et même à l'intérieur du pays, puisque les Iraniens ne cessent de montrer leur soutien au peuple israélien, à tel point que la République islamique a dû récemment mettre en place de nouvelles sanctions dans le code pénal pour punir tous les Iraniens qui continueraient à montrer du soutien à Israël. C'est pour vous dire l'ampleur du soutien au sein de la population iranienne envers le peuple israélien. Oui, c'est toujours émouvant. Moi, j'étais dans ces manifestations, c'est toujours émouvant quand vous prenez la parole parce que justement, on ne s'attend pas à avoir quelqu'un comme vous qui représente ce mouvement extraordinaire Femmes, Vie, Liberté, qui apporte son soutien justement à ce qui s'est passé en Israël. Là, ça vous a moins surpris, semble-t-il, que beaucoup d'autres gens qui ont été très surpris par cette attaque terroriste du 7 octobre qui avait sous-évalué, semble-t-il, les possibilités d'action du Hamas. Et vous étonnez qu'on sous-estime tout ça. Ça vous paraît évident que le danger est réel.
et vous trouvez que le monde occidental et l'extrême gauche en général sous-estiment ces dangers? Alors, je parlerai de l'extrême gauche après, puisque pour le moment, ils sont pas au Oui. pouvoir, donc le danger est autre. Mais concernant les dirigeants qui sont aujourd'hui au pouvoir, pour nous, c'est une totale inversion des valeurs à laquelle on assiste, puisqu'on a un des plus petits pays au monde qui aujourd'hui est attaqué depuis l'Iran, depuis l'Irak, depuis la Syrie, depuis le Liban, depuis le Yémen, depuis Gaza, et c'est le pays sur lequel on met le plus de pression euh, pour, euh, pour leur dire d'arrêter finalement de se défendre, alors qu'on sait que c'est un pays qui est en train de mener une guerre qui est existentielle. Pardon, je crois que c'est mes enfants qui font du bruit derrière. Oui, oui, si, Euh, si, je suis là, ça saute, ça Excusez-moi. saute. Allez-y, Euh, allez-y. et c'est vrai que quand on voit Joe Biden qui, 3 semaines après le 7 octobre, libérait 10 milliards de dollars à la République islamique, puis encore 10 milliards 2 semaines après, quand on voit que ça fait plus d'un an et demi qu'on demande au Conseil de l'Europe de les classer comme organisation terroriste et d'empêcher les flux d'argent de se faire, aujourd'hui on a repéré 3 banques anglaises qui permettent le blanchiment d'argent de la République islamique, 3 ports en Europe qui leur permettent de livrer des armes au Hezbollah. Donc c'est vrai que quand nous, on a connaissance de ce genre de choses, qu'on sait que 500 combattants du Hamas ont été entraînés à Téhéran au mois de septembre, donc à peine 2 mois avant les attaques, on a du mal à comprendre la frilosité des gouvernements occidentaux à sanctionner réellement ce régime, puisqu'on sait que de toute façon, on ne viendra jamais à bout du Hamas et du Hezbollah tant que Khamenei sera en place et que ce régime sera en place. Alors vous êtes moins surprise encore une fois que nous autres démocraties occidentales. Alors je vais citer quelques phrases que vous avez exprimées. Vous avez dit: je suis franco-iranienne et je peux vous assurer que nous prenons le même chemin que l'Iran en 1979, avec une alliance contre nature des islamistes, de l'extrême gauche et des étudiants qui fit basculer une grande nation comme la nôtre dans l'obscurantisme. Vous inquiétez beaucoup de ce nouveau mouvement de gauche des étudiants, pas particulièrement en France, mais aux États-Unis où ça a pris une ampleur incroyable. Vous avez une certaine incompréhension du fait que ces mouvements étudiants peuvent se développer sur ces idées sans combattre justement l'islamisme, et au contraire, qui font le jeu de l'islamisme. Oui, bah, déjà nous on a pu s'en rendre compte dès la mort de Mahsa Amini en Iran, puisque dès que la révolution a éclaté en Iran, on était quand même face à la première révolution féministe au monde, et une révolution féministe qui était soutenue par toute une population, dont les hommes. Et on a vu zéro féministe nous soutenir. Il n'y a eu aucune féministe qui a accepté de venir manifester à nos côtés nulle Alors, part, que ce soit aux là, voilà, moi États-Unis. je vais vous interrompre une seconde parce que c'était vraiment pour moi une stupeur absolue parce que j'ai participé à la fondation du MLF en France dans les années 70, et ce féminisme aujourd'hui qu'on voit, ces organisations féministes avec lesquelles j'ai défilé et j'ai vu à quel point ces organisations féministes étaient complètement indifférentes à la révolution féministe qui se déroulait en Iran. Comme vous dites, c'est la première révolution féministe et en plus soutenue par les hommes. Donc, ça n'est pas dans la rupture contre les hommes, c'est au contraire pour entraîner les hommes dans ce mouvement. Et il n'y a aucun écho chez les féministes occidentales, c'est stupéfiant. Non, et en fait, ça a été déjà les prémices de là où on s'est rendu compte qu'on avait un véritable problème et que la société était déjà gangrénée par cette notion d'islamophobie que les islamistes adorent développer pour silencier toute personne qui voudrait dénoncer l'islam politique. Donc c'est vraiment là où on a commencé à se rendre compte que la société était beaucoup plus gangrénée que ce qu'on imaginait. Et le 7 octobre a vraiment été le déclenchement d'une vague d'antisémitisme sans précédent en Occident, et un antisémitisme totalement décomplexé. Et ce qui est assez hallucinant pour nous, c'est que finalement, les terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire et parlent toujours de leur idéologie. Mais Et en ils le font, Occident, oui, et et en ils le Occident, on font. est assez stupide pour ne pas les écouter. Donc, moi, je cite souvent Ali Panoyan, qui est un des maîtres à penser d'Ali Khamenei, et qui déclarait peu de temps après le 7 octobre, de toute façon, nous menons une guerre à petit feu contre l'Occident, et Israël n'est qu'un levier dans cette guerre, puisque notre but est de les détruire à petit feu. Et le 7 octobre sera le déclencheur d'un antisémitisme à travers le monde tel que plus le sang des Palestiniens sera versé, plus cela nous servira, puisque les mêmes foules qui aujourd'hui sont dans les rues
pour les Palestiniens, nous serviront demain à détruire l'Occident de l'intérieur. Et c'est vrai que quand nous, on dit qu'on a l'impression de revoir ce qui s'est passé en 1979 en Iran, on a eu le droit à la même propagande. Donc à l'époque, c'était pas le Hamas, mais c'était Khomeini, donc qui donnait des chiffres complètement farfelus en disant le Shah d'Iran a tué 30 000 personnes, a brûlé des gens vivants dans un cinéma, alors que eux-mêmes avaient enfermé les gens dans un cinéma et avaient mis le feu, donc les islamistes. C'est une lutte anti-impérialiste, c'est une lutte contre l'hégémonie des puissants, contre l'Occident, puisqu'on accusait le Shah d'Iran d'être à la solde de l'Occident. Et donc toute cette propagande s'est mise en place. Et d'ailleurs, les premiers qui ont soutenu la révolution de Khomeini étaient la gauche française, puisqu'on a pu voir de grands philosophes et de grands journalistes prendre cause Alors pour voilà, alors Khomeini. ça, je vais faire un point personnel parce que j'étais à l'époque Mm. journaliste à Libération, quand tous ces intellectuels français, Michel Foucault en tête, encore Simone adoré, de Beauvoir, hein, qui était quand même Simone une de figure du féminisme. Beauvoir, le journal Libération auquel Oui, j'appartenais, ont tous soutenu Khomeini à bien sûr. Neauphle-le-Château. Et moi, je me souviens, j'avais lu les textes qu'il avait déjà publiés quand il était en exil. Il expliquait la République islamique qu'il allait construire, il expliquait qu'il allait rétablir la charia, il expliquait tout ça dans ses Ouais, textes, c'était dit. bien Et sûr. donc, mais Mais personne comme ne le le Hamas, croyait. Et comme le voilà, Hamas, il parce que suffit de lire la charte du Hamas pour savoir à qui on a quand il affaire. a pu le faire, il l'a fait. Et à l'époque, je me souviens, on disait, mais quand même, ces textes sont épouvantables sur les femmes adultères, enfin, bon, tout ce qu'on sait de ce régime. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand il est arrivé au pouvoir, il a fait ce qu'il avait annoncé qu'il allait faire. Il n'y avait pas de mystère. Et toute Et la oui, gauche, et le schéma est tel qu'on revoit exactement la même chose parce qu'il faut savoir que la révolution en Iran a été menée par plusieurs groupes. Donc la première, c'était donc les islamistes, dans lesquels il y avait donc les mollahs, mais il y avait aussi les fédayines de l'islam. Les fédayines de l'islam qui étaient à l'époque entraînés par les Palestiniens, puisque c'est eux qui leur ont appris les méthodes terroristes, comment poser des bombes, comment faire des assassinats ciblés, etc. Et Yasser Arafat a été Au le Liban en premier. particulier. Non, non, en Iran, en Iran Ah au bon, moment de la pas, révolution de 79. d'accord. Et donc, le premier chef d'État à se rendre en Iran après la révolution islamique sera d'ailleurs Yasser Arafat. Et on avait ce groupe d'islamistes d'un côté. Ensuite, on avait ce qu'on appelait à l'époque des communistes, mais ce qu'on appelait le Parti Toudé et les communistes de l'époque. Donc, c'était des gens à la solde de l'URSS qui commettaient des attentats, des assassinats, qui prenaient les armes en armant aussi les séparatistes. Et le troisième groupe auquel on avait affaire, c'était les Moudjahidines du peuple, qui est un mélange des deux, puisque c'est une secte islamo-marxiste. Donc eux, ils ont carrément mélangé les deux. Et en fait, ces trois mouvements ensemble vont créer cette propagande grâce aux médias occidentaux. Khomeini fera 138 interviews en 112 jours à Neauphle-le-Château, ce qui est absolument énorme. Et on relaiera les faux chiffres, les fausses informations, les fake news en permanence. Et c'est comme ça que l'Occident va envoyer des émissaires pour négocier avec l'armée iranienne pour qu'il lâche le Shah d'Iran et donc la République islamique pourra prendre place. Et dès l'instauration de la République islamique, ils ont mordu les mains des Occidentaux qui les avaient aidés à prendre. Et oui, on avait déjà une gauche idiote. Vous dites aujourd'hui sur ces mouvements de jeunesse qu'on voit un peu partout sur les campus, ici et aux États-Unis, que vous Ouais. appelez ça le cheval de Troie de l'islamisme. Bien sûr, puisque Gaza, en fait, c'est devenu le meilleur moyen de radicaliser les foules et de leur instaurer cet islamisme et de le normaliser, puisqu'aujourd'hui, on a réussi à endoctriner les jeunesses en Occident au point où on considère que violer une femme, éventrer une femme, égorger un homme, eh bien, c'est des moyens totalement normaux de mener une résistance. Quand je vous dis qu'il y a une totale inversion des valeurs, nous, enfin, le jour où Israël a frappé en Syrie l'annexe du consulat à Damas, dans lequel se trouvaient les principaux chefs du corps des gardiens de la révolution islamique, mais aussi du Hezbollah, du djihad islamique et du Hamas, les Iraniens ont applaudi en Iran et ici, les gens condamnaient Israël. C'est-à-dire même le président Macron, même l'ONU condamnait Israël pour cette frappe. Et dans le même temps, on voyait qu'en Iran, le hashtag qui a été le plus mis en ligne sur les réseaux sociaux était Merci Israël. Donc on se rend bien compte qu'il y a un vrai problème dans la compréhension de la situation de la part des Occidentaux, puisque les peuples concernés remercient Israël d'être le seul pays aujourd'hui à lutter contre le terrorisme. Et dans l'OTAN, on a des chefs d'État occidentaux qui, au lieu de mettre des sanctions sur les terroristes,
on se retrouve à condamner Israël quand lui va faire le boulot à leur place. Donc pour nous, c'est totalement incompréhensible. Oui, alors ce que vous dites pendant que nous sombrons dans la léthargie, le guide suprême tweete plus vite que son ombre pour faire basculer notre jeunesse chaque jour un peu plus, faisant d'elle l'idiote utile et le bras médiatique de cet axe de la résistance, devenu le cheval de Troie de l'islamisme dans nos démocraties. Et c'est vrai que c'est une inversion absolue, c'est-à-dire, moi j'ai pris la parole aussi à ce sujet, au lieu de se mobiliser pour soutenir le mouvement des femmes formidables en Iran, pour reprendre les idéaux de cette révolution féministe et anti, bon, pas de religion, et contre cette religion totalitaire, l'islamisme, c'est le contraire qui se passe. C'est les idées de ces islamistes qui commencent à pénétrer la jeunesse aujourd'hui, qui reste très très silencieuse sur le combat des Iraniennes. Ce qui est très très étonnant. Alors pour revenir sur la question des féministes, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi il n'y a pas de mobilisation sur les féministes, pourquoi il y a cette mobilisation pour, entre guillemets, la cause de la Palestine, dont elles ne connaissent rien du tout d'ailleurs, pourquoi on voit des homosexuels, des lesbiennes défiler, par exemple, à Paris avec une banderole la cause palestinienne est une cause féministe, par exemple, et défendre donc ce mouvement qui est effectivement l'envers de ce qu'on pourrait espérer. Et on a vu la crise épouvantable avec le refus des grandes organisations féministes de reconnaître le viol des Israéliennes par les terroristes du Hamas, parce que finalement, le viol est un acte de résistance, alors que le viol a été l'élément fondateur avec l'avortement de tous ces nouveaux mouvements féministes à partir des années 70 dans le monde occidental et ailleurs. Le viol est un viol. Eh bien non, le viol n'est pas un viol parce que la résistance va au-delà, est une espèce de justification de tous les actes barbares. Et ça, c'est nouveau, je dirais. C'est quand même après le 7 octobre qu'on a découvert à quel point ces mouvements révolutionnaires qui sont contre-révolutionnaires. C'est l'idée de free speech qui interdisent le free speech, de révolutions qui sont contre-révolutionnaires en réalité, et c'est quand même une situation épouvantable. Mais alors, ça fait plus de 15 ans que les Frères musulmans et la République islamique travaillent sur ce concept. Donc, c'est vrai que ça s'est vu aux yeux de tout le monde à partir du 7 octobre. Mais en fait, vous savez, le féminisme universaliste est en voie de disparition. Et ce qui a pris la place, c'est ce qu'on appelle communément le féminisme intersectionnel, qui à la base était une très bonne idée, puisque c'était de dire qu'une femme est victime de discrimination et que si en plus cette femme est racisée, elle aura doublement à être victime de discrimination. Donc l'idée de départ est noble, sauf que les islamistes ont bien senti le filon arriver de loin et en infiltrant ces réseaux et en insufflant une idéologie totalement paternaliste, puisqu'aujourd'hui, ils ont réussi à faire croire à ces femmes que le voile était la liberté suprême de s'habiller comme on veut. Donc, des féministes en arrivent aujourd'hui à soutenir le signe absolu du patriarcat, De l'oppression. mais ils ont surtout réussi un tour de force incroyable, puisqu'en jouant sur les valeurs occidentales, donc cette culpabilité du colonialisme, par exemple, européen, si on prend le cas de l'Europe, de leur faire croire que lutter et finalement se racheter des péchés de ses ancêtres serait aujourd'hui de défendre ces mouvements de résistance islamiste. Et la méconnaissance de l'histoire et de la géopolitique est telle qu'aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte que le plus grand fascisme qui menace la planète est le fascisme islamiste et que le plus grand impérialiste auquel on a affaire est aussi l'impérialisme islamiste. Et d'ailleurs, je le dis très souvent aux gens, regardez comme il est difficile de devenir juif. Si le but était d'envahir le monde et d'imposer le Ouais, judaïsme, ça doit être je plus pense qu'il y aurait facile. moins d'épreuves à passer pour le devenir. Par contre, pour devenir musulman, il y a une phrase à dire. Une phrase, vous la faites répéter, ça y est, vous êtes musulmane. Donc, si vous voulez, on est face à Ouais. une religion qui peut être politique et qui est et sera toujours expansionniste. Et pour arriver à leur fin, eh bien, il faut endoctriner de l'intérieur. Et on voit bien à quel point aujourd'hui, on voit des jeunes occidentaux se convertir en masse et même des jeunes Américains qui, pendant un moment, glorifiaient même la lettre, par exemple, d'Oussama Ben Laden qui justifiait les attaques du 11 septembre.
Donc les cerveaux sont complètement gangrénés et ça va être très 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 difficile d'aller à l'encontre de cette propagande. Mais comme je le dis toujours, l'histoire nous donnera raison, même si aujourd'hui peu de gens comprennent ce pourquoi on est en train de se battre. Ouais, l'histoire prend un peu de temps là, parce que moi qui ai vécu les vraies révoltes des années 70, qui étaient des révoltes quand même démocratiques, pour une meilleure démocratie, là, c'est ce qui se passe, c'est effectivement une espèce d'ennemi intérieur qui sape, au nom de la révolution, les fondements même de la démocratie occidentale et au nom de l'anticolonialisme. L'anticolonialisme est devenu le mot-clé pour justifier justement toutes les formes d'oppression, de dictature, d'action antidémocratique. C'est une vraie perversion de ce que c'était que l'anticolonialisme. Ça et l'autre question, qui est le sujet un peu de cette nuit de la philosophie, c'est la question de la religion. C'est-à-dire que moi, dans les années 70, on pensait que la religion, c'était fini, on avait débarrassé ça. Et là, le retour de la religion, comme vous venez de le dire, avec des conversions, la justification de l'oppression des femmes, le voile, le tchador, etc., ça fait un énorme retour dans nos vies en 2024 et on ne s'attendait absolument pas à ce retour en arrière. Alors, il y a quand même un point qui est très important pour vous montrer à chaque fois à quel point il y a une différence entre ce qui se passe en Iran et ce qui se passe en Occident. C'est qu'il y a 3 jours, un des plus grands mollahs en Iran a déclaré qu'ils avaient déjà dû fermer 50 000 des 75 000 mosquées en Iran, faute de fréquentation. Donc, il proposait d'organiser des jeux, des kermesses, de mettre de la musique, d'offrir des repas, de donner de l'argent aux gens pour essayer de faire revenir les gens dans les mosquées. Et encore, les 25 000 qui restent, ils les tiennent à bout de bras en finançant des lieux vides. Mais pour vous montrer à quel point les Iraniens n'arrêtent pas sans cesse de montrer leur désaccord vis-à-vis de l'islam politique, qui pour eux est vu aujourd'hui comme les ayatollahs sont vraiment vus comme une force d'occupation de l'Iran et on voit un net recul de la religion, même dans les cercles qui, à la base, sont quand même très conservateurs. Et pendant ce temps-là, en Occident, on voit de plus en plus de jeunes se radicaliser. Et comment vous expliquez justement que le retour de cette religion qui revient dans un Occident qui était quand même en voie de laïcité, et on prend la France qui est quand même fondée sur la laïcité, et même en Israël, puisqu'on on parle à Tel Aviv aujourd'hui, c'est un État qui a été fondé par des laïcs et qui, on voit maintenant également un retour de la religion dans la vie politique, c'est-à-dire non pas la religion à titre individuel, mais la religion utilisée comme arme politique. Bah, en Europe, on n'a pas ce problème de la religion qui revient au pouvoir. Par contre, oui, on a un problème au sein de la population, mais c'est vraiment une niche de la population, puisque les islamistes vont avant tout cibler les populations immigrées, notamment d'Afrique du Nord, puisqu'on a besoin justement de ce levier du colonialisme qu'on ne va pas trouver chez d'autres nationalités qui ont immigré. Et c'est souvent dû à une très très grosse propagande, une inaction totale des pouvoirs publics et un manque de connaissances. Et quand je discute souvent avec des jeunes ici, je me rends compte qu'ils n'ont absolument aucune notion de l'histoire du Proche et du Moyen-Orient. Et vous savez, 65% des jeunes ont comme source principale d'information TikTok. Donc, ils y passent entre 4 et 5 heures par jour. Je ne sais pas si vous avez déjà passé 3 heures sur TikTok, mais au bout de 3 heures, vous avez envie de partir en djihad au fin fond de la Syrie. C'est C'est-à-dire que vrai? c'est pour vous dire, ah non, mais c'est vraiment effrayant. Et c'est pour ça que nous, ici, on a aussi beaucoup œuvré avec des gens qui travaillent au gouvernement pour trouver des moyens légaux de pouvoir faire interdire TikTok dans les pays occidentaux, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est entre les mains de la Chine et que cet axe Chine-Russie, République islamique n'a qu'un but, détruire l'Occident de l'intérieur. Et quand on voit un tel outil de propagande entre les mains d'autocrates, je pense qu'il est temps d'y mettre un terme. Et c'est vraiment le moyen principal aujourd'hui pour endoctriner les jeunes. Hein. Et oui, et vous étonnez, parce que je vous recite encore, vous vous étonnez que quand on voit, vous dites, les dirigeants du Hamas, du Hezbollah et Bachar el-Assad se succèdent dans le fief de Khamenei, lui prêtant allégeance, n'avons-nous pas le devoir de nous élever contre l'obscurantisme et d'apporter notre soutien au peuple iranien dont la lutte est intrinsèquement liée à la préservation de nos démocraties. Et c'est vrai, on s'étonne vraiment qu'il n'y ait pas plus de mobilisation pour cette révolution qui nous concerne directement. Ben oui, pour nous, c'est complètement hallucinant parce que parfois, vous pouvez avoir des peuples qui sont du côté du régime terroriste qui les dirige.
Et dans le cas des Iraniens, vous avez 90% d'Iraniens qui sont contre le régime. Donc la meilleure arme qu'aujourd'hui l'Occident a entre ses mains pour mettre un terme à ce régime, c'est la population iranienne. Et on a une population qui, depuis 1 an et demi, réclame des sanctions contre le régime, un isolement diplomatique, qu'on leur fournisse l'accès à Internet, puisqu'aujourd'hui, c'est une des meilleures armes pour pouvoir s'organiser à l'intérieur du pays. Il y a 120 milliards d'euros de fonds iraniens bloqués dans les banques américaines, donc on leur demande sans cesse, mais financer les grèves. Il suffit de 6 mois de grève dans l'industrie pétrochimique et ce régime collapse. Mais on n'arrive à rien avoir, et pire que ça, puisqu'on lève des sanctions contre certaines entreprises du corps des gardiens, on refuse de les classer en organisation terroriste. Là, ça fait plus de 2 semaines que Biden mène des négociations secrètes à Oman avec des représentants de la République islamique. Donc, si vous voulez, on a un peu du mal à comprendre pourquoi un peuple qui est en train de lutter pour sauver nos démocraties, puisqu'actuellement, c'est l'avenir des démocraties occidentales qui est en train de se jouer au Proche et au Moyen-Orient, de la même manière qu'on a énormément de mal à comprendre pourquoi Israël est aussi isolé sur la scène internationale, alors qu'on sait très bien que ce soit le gouvernement jordanien qui aujourd'hui est menacé de l'intérieur par les ingérences de la République islamique, qui veut faire tomber le roi parce qu'il le trouve trop sioniste à leur goût. Donc, si vous voulez, il y a énormément au Bahreïn, c'est pareil, aux Émirats, c'est pareil. C'est tout ça, c'est des pays qui aujourd'hui sont menacés de l'intérieur par la République islamique. Et pourtant, tout le monde se tait et tout le monde continue à négocier avec eux en espérant une accalmie. Et je pense que les Occidentaux n'ont toujours pas compris, 45 ans après, l'ADN même de ce régime, qui est le terrorisme, et que tant que Khamenei et ses sbires seront là, aucune paix ne sera possible au Proche et au Moyen-Orient. Et vous qui vivez en France, vous êtes franco-iranienne, est-ce que vous êtes étonnée de cette ignorance ou de cette compromission avec les idées extrêmes islamistes? On voit dans nos élections à nous aujourd'hui en France qu'il y a quand même des blocs à l'extrême droite et à l'extrême gauche qui euh, sont quand même assez sympathisants de Poutine, qui ne critiquent pas particulièrement la situation des femmes en Iran, ni en Afghanistan. Bon, on a quelques mots quand même pour dire que c'est pas bien, mais ça s'arrête à peu près là. Et qui acceptent, beaucoup de ces dirigeants ont été voir Assad en Syrie. On a l'impression qu'il y a quand même une espèce de perméabilité chez nous, en Occident, à ces idées qui sont des idées fascistes, qui utilisent la Que vous religion. preniez l'extrême gauche ou l'extrême droite, de toute façon, vous êtes face à des idéologies fascistes. Donc, c'est normal qu'il y ait cette espèce d'adoration sur les autocrates. Mais ce qui est le plus inquiétant pour moi, c'est que les forces centristes, qu'elles soient de droite ou de gauche, dans tous les pays européens, aux États-Unis ou au Canada, soient dans une telle léthargie face à l'urgence de la situation. Et quand on sait qu'aujourd'hui, la République islamique est capable de fabriquer 3 têtes nucléaires en bombe, on se demande ce qu'ils attendent, parce que le jour où la bombe sera là, il sera ensuite vraiment quasiment impossible de les déloger. Donc on sait qu'il nous reste quelques mois avant cette date fatidique. Israël le sait, les Iraniens le savent, mais l'Occident continue à dormir. Et je ne sais pas à quel moment il y aura un éveil dans leur société. J'espère pour eux qu'ils n'auront pas besoin de vivre un 7 octobre pour se rendre compte de la gravité des organisations terroristes et à quel point elles sont barbares. Parce que, encore une fois, on aura prévenu et on aura alerté tout le monde, mais on ne nous écoutera pas. On ne nous écoute pas, malheureusement. Alors, vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas du tout, Non. Pire, on nous met des bâtons dans les roues, hein, par exemple, jusque très haut dans par l'État pour exemple. éviter qu'on puisse avoir une résolution pour les classer comme organisation terroriste. Quand on dépose plainte au parquet antiterroriste, la justice devient éclair et en 3 jours, on nous classe sans suite. Donc, si vous voulez, on a saisi l'ONU, on n'a jamais eu de nouvelles. Donc, l'ONU qui est toujours là, les premiers pour tout et pour rien, bah, là, bizarrement, on les entend plus quand il s'agit de la République islamique. Donc, si vous voulez, à chaque fois qu'on fait appel à un gouvernement occidental ou à chaque fois qu'on fait appel à une institution internationale, c'est toujours la même chose, c'est qu'on on nous dit non, non, non aux Euh, sanctions, non. oui, je vais vous citer encore, tout le monde veut contrer le fascisme, écrivez-vous, mais bizarrement, personne n'agit contre le fascisme islamiste qui est dans nos rues. Le fascisme n'a qu'un seul visage. Et là, vous parlez des Iraniens. Les Iraniens meurent pour faire tomber le plus gros financier du terrorisme mondial, 1 milliard chaque année pour armer et entretenir tous les terroristes du Proche et du Moyen-Orient, et si peu de personnes pour nous soutenir. Le Parti des indigènes,
Urgence Palestine, NPA et autres, on parle de la France là, sont des vecteurs puissants de la propagation de l'idéologie islamiste. Ils appellent au chaos, à l'insurrection, pardon, à la destruction de la République et de notre démocratie en prétendant défendre les Palestiniens. On a l'impression que justement la cause palestinienne qu'on voit dans nos rues et sur les campus américains et sur les campus dans le monde entier est complètement utilisée, est une espèce pour justifier ce qu'on appelle l'antisionisme, qui est maintenant de plus en plus appelé anti-juif. Mais, en soi, la cause palestinienne n'existe même pas, puisque elle existerait il n'y avait jamais eu de proposition d'accord de paix, s'il n'y avait jamais eu d'accord posé sur la table et qui a été refusé, s'il n'y avait pas eu même depuis le 7 octobre des accords de cessez-le-feu posés sur la table qui sont systématiquement refusés par le Hamas. Donc, si vous voulez, c'est une cause qui a été créée de toutes pièces. Et vous savez, déjà à l'époque, le Shah d'Iran disait si les Palestiniens veulent un jour avoir une terre, il va falloir qu'ils emploient d'autres méthodes que celles de bordéliser tout le Moyen-Orient et d'avancer uniquement avec le terrorisme. Donc pour les gens qui ont une bonne connaissance du Proche et du Moyen-Orient, on sait très bien par quoi s'est soldée la présence des Palestiniens au Liban, en Syrie, en Jordanie, donc dans tous les pays où ils ont été. Et si vraiment il y avait une volonté de coexistence et de création de deux États, je pense que ça aurait été fait depuis longtemps. J'ai encore bon espoir que ça arrive, parce que je pense que c'est la seule solution viable pour une paix aussi. Sinon, les islamistes trouveront toujours ce levier. Je crois qu'on a fini. Mais voilà, j'espère en tout cas qu'il y aura un éveil en Occident. Voilà. Et que vos idées vont finir par être entendues. Alors, on me demande de passer la parole à la salle, à des questions venues de l'auditorium. Donc, nous sommes à Paris, vous êtes à Tel Aviv. Et donc, posez des questions à Mona Jafarian, parce que c'est quand même très exceptionnel de pouvoir dialoguer Merci. à distance, mais de façon aussi passionnante avec la représentante de ce mouvement Femmes, Liberté, qui est si important pour nous. Et en tant que féministe, pour moi, et je le répète, la première révolution féministe au monde. Alors, des questions? J'entends rien du tout, hein. Je vous entends pas du tout. Le micro marche pas. Mona, vous entendez? Non, non plus. Non, on n'entend rien, nous autres, à Paris. On vous entend pas. Ouvrir le micro. Ou alors répéter la question. Il y a quelqu'un qui a parlé qu'on entend. Peut-être si vous pouvez répéter la question. C'est bon, là, vous m'entendez? Ah oui, parfait. Bon. Bon, super. D'abord, pour vous remercier mille fois, quel courage et quel espoir vous nous donnez de ce combat extraordinaire. Deux femmes exceptionnelles. Mona, je n'ai pas de mots pour vous dire l'admiration qu'on a pour vous. Et merci Annette pour vos questions et pour votre direction de cet entretien tout à fait extraordinaire. Alors, j'ai une seule question parce que je sais que vous allez venir en Israël, chez moi, le 10 novembre. Et ça, ce sera exceptionnel. Ce sera la première fois. Donc, c'est Claude Breitman qui parle au nom du gouvernement de Netanya. On est particulièrement heureux, mais je voudrais vous poser une question. Vous vivez en France et vous aussi, chère Annette, vous êtes en France. Comment est-ce que vous regardez véritablement cette question fondamentale qui est en train d'entretenir un tumulte ahurissant dans la société française, cet islamisme qui grandit d'un côté, la violence de l'autre côté? Où cela va-t-il aller, à votre avis? Merci. Merci, Claude. Écoutez, il va falloir une prise de conscience très forte des pouvoirs publics et nous, on leur répète sans cesse à chaque fois qu'on a les moyens d'être en contact avec eux pour leur dire qu'il faut arrêter de reculer. Aujourd'hui, les professeurs sont très seuls, ils sont en première ligne. On a énormément de témoignages de professeurs, de maîtresses, donc même des enfants très jeunes, et elles font le même constat systématiquement, c'est que l'intégrisme a totalement gangréné les enfants. Et elles doivent se taire sur des sujets d'histoire, elles doivent se taire, ne plus pratiquer certaines activités comme mettre de la musique en classe. Elles ne peuvent plus demander aux petites filles de tenir la main des petits garçons et de se mettre en rang, parce que même ça, parfois, ils le refusent. Et je pense qu'il va falloir un plan d'urgence d'État et là-dessus, et sur des cours de laïcité et des cours de géopolitique. Je pense qu'il va falloir remettre au goût du jour les cours qui sont les mêmes, qui sont enseignés depuis 30 ou 40 ans en France, pour expliquer aussi ce qui est en train de se passer au Proche et au Moyen-Orient, parce que c'est le meilleur moyen de lutter contre l'extrémisme, c'est le savoir. Et le meilleur exemple, c'est l'Iran,
puisqu'après 45 ans de dictature islamique, ils n'ont pas réussi à endoctriner la population, et plus les années passent et plus les gens sont contre eux. Et la seule chose qui nous sauve, c'est justement ce savoir et cette éducation qu'on a eue. Alors, je vais juste rebondir là-dessus, Mona. Est-ce que vous avez été étonnée par ce mouvement sur les campus américains, où justement ces étudiants qui occupaient leur fac, etc., étaient particulièrement incultes de l'histoire et de la géopolitique en général? Ça vous a surpris? Pas du tout. Déjà, les Américains sont pas très, très doués en géopolitique, ni même en géographie tout court d'ailleurs. Donc, c'était pas super étonnant de les voir. Si c'est une trend sur TikTok, ça suffit à ce que tout le monde la suive. Et d'ailleurs, c'est un peu la même chose en France, hein, puisque les seules fois où j'ai eu la patience de parler avec ce qu'on appelle communément des pro-palestiniens, je me rends compte qu'ils n'ont absolument aucune idée de ce qui est en train de se passer. Et même en mettant Israël de côté, ils n'ont même aucune idée de ce qui se passe au Liban, en Syrie, au Yémen, au Soudan, en Iran. Donc, si vous voulez, quand on n'a pas une vision globale de la situation, on ne peut absolument pas comprendre les tenants et les aboutissants. Mais pourquoi ça a pris comme ça, justement? Pourquoi ces idées ont réussi à pénétrer cette jeunesse des années 2024? Mais parce qu'on utilise les moyens dont les jeunes raffolent. Quand vous avez des victimes qui sont filmées en direct avec des images haute définition, que toute une propagande est mise en place. Enfin, excusez-moi, mais Rima Hassan, hier, elle tweetait encore que des chiens israéliens sont dressés pour violer des Palestiniens. Enfin, on est quand même sur un niveau de... le mois dernier, c'était un drone israélien que le Hezbollah... Élu au Parlement européen grâce aux Insoumis. Enfin, nous, on voit vraiment des. Voilà, hier, on a Médecins sans frontières qui dénonce une frappe ciblée contre un médecin. Et en fait, nous, dans les médias iraniens, ils sont tous en train de dénoncer que le médecin est en fait un membre actif du djihad islamique. Donc, c'est quand même assez drôle que les médias iraniens d'opposition, hein, pas du régime, arrivent à déterminer que ce pseudo-médecin est un terroriste, mais que en France, on le présente comme un médecin de Médecins sans frontières. Donc, si vous voulez, il y a une telle propagande qui est mise en place en permanence, et un négationnisme aussi de ce que vit à chaque fois Israël. Du coup, la propagande, et puis si vous rajoutez à ça les images en permanence qui affluent, mais si on regarde la réalité, c'est que c'est le conflit qui a fait le moins de victimes de toute son histoire au Proche et au Moyen-Orient. Donc c'est là où on se rend compte à quel point finalement tout est mis en place pour que tout le monde s'intéresse uniquement à cette cause-là. Mona, Annette, Okay. nous avons une autre question dans la salle. Oui. Oui, bonjour. Merci de vos interventions. Vous parlez de géopolitique. Et ce qui me paraît aujourd'hui aussi vertigineux, c'est que vous parlez de l'Iran, mais aussi, est-ce qu'il ne faut pas ajouter la Chine et la Russie? Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un reportage exceptionnel. Moi, je conseille vraiment à tout le monde de le regarder, qui a été fait par Arte et qui s'appelle La revanche des empires, la Chine, Russie et Iran, et qui explique parfaitement à quel point il y a eu une alliance qui s'est mise en place entre ces trois puissances pour détruire l'Occident. Et même sur ce sujet-là, nous, ça fait quand même pas mal de temps qu'on alerte l'Occident pour leur dire qu'aujourd'hui, le mouvement panafricaniste a été totalement repris par la Russie et la République islamique. Donc tous les mouvements qu'on voit aujourd'hui, ils sont derrière, et l'alliance est telle que nous, on recule. Donc c'est pour la 16e année consécutive, les démocraties reculent dans le monde. Donc nous, on recule et on piétine aussi nos propres valeurs, et plus on recule et plus ils sont forts. Et aujourd'hui, on voit des accords qui sont en train de se mettre en place pour même renoncer aux échanges monétaires en dollars. Donc petit à petit, ils sont en train de mettre totalement l'Occident de côté, et l'Occident ne réalise pas que le seul moyen de lutter contre l'hégémonie de ces autocrates, c'est justement d'avoir des pays puissants comme l'Iran qui demain seraient démocratiques et seraient des leviers et des stabilités dans la région. Et de quand même refouler l'invasion des Russes en Ukraine, qui est quand même la tête Bien de sûr, pont bien sûr, de cet axe dont vous parlez. bien sûr. Autre question? Oui, bonsoir. Vous nous avez donné beaucoup d'espoir par rapport à la jeunesse, par rapport à la lutte des femmes en Iran. J'aurais deux petites questions. Est-ce qu'il y a des relais politiques internes en Iran ou des associations, bien sûr clandestines, qui s'organisent pour éventuellement renverser ce régime? Et à votre avis, quel serait le point de bascule qui pourrait entraîner
une démocratisation en Iran? Merci. Alors, il faut savoir que les Iraniens s'organisent quand même plutôt bien et on a eu la preuve au moment des révoltes suite à la mort de Mahsa Amini, puisque quand il y avait des appels à la grève, on n'a pas le droit de faire la grève en Iran et bien évidemment, on n'a pas le droit de faire d'appel à la grève. Donc, contrairement aux pays occidentaux où vous faites des communiqués de presse, où vous postez sur les réseaux sociaux, en Iran, tout se fait clandestinement. Eh bien, on avait un taux de participation de 80% aux grèves. Donc, 80% de tous les commerçants, de tous les magasins fermaient le même jour. Ils ont réussi à avoir des syndicats totalement secrets et ils arrivent à s'organiser comme ça. En termes d'opposition, aujourd'hui, on a un leader qui est incontesté puisque tous les sondages le donnent en tête avec, selon l'Institut de sondage, entre 60 et 80% d'opinions favorables, et c'est Reza Pahlavi. Et là encore, Israël a des années d'avance sur l'Occident, puisque ça a été le seul pays au monde qui l'a accueilli en chef d'État et qui est déjà en négociation avec lui, parce qu'ils savent que c'est la seule personne aujourd'hui qui a un appui massif au sein de la population et qui pourra assurer une paix civile, pour surtout pas qu'il y ait de guerre civile en cas de renversement du régime. Mais je ne vais pas vous cacher que les Iraniens avaient énormément d'espoir dans une réplique israélienne avec des frappes ciblées sur des bases du corps des gardiens de la Révolution pour leur permettre de sortir massivement dans la rue et d'être backup et de ne pas se faire massacrer à chaque fois, puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucun soutien de la part de l'Occident. Et on sait que ce qui les fait tenir aujourd'hui, c'est leur proxy terroriste et l'argent qui leur permet de financer les milices qui massacrent le peuple iranien. Mona, Annette, une autre question pour vous? Oui. Bonsoir. Et tout d'abord, merci beaucoup pour cet entretien qui est à la fois passionnant et émouvant. Alors, je tenais à vous dire, Mona, que vous n'êtes pas toute seule. Même en Israël, les femmes vous soutiennent. Je fais partie d'un mouvement de femmes qui s'appelle Women Wage Peace, Nashim Osot Shalom. Et le 4 octobre, nous avions fait une grande rencontre avec des femmes palestiniennes autour de notre appel des mères. Nous avions eu l'honneur et la joie d'avoir une de vos représentantes. Oui, je devais être là, j'ai pas pu. Voilà, donc je tenais, ce n'est pas une question, c'est juste un message de soutien et de solidarité pour vous dire que nous sommes avec vous et j'espère qu'on pourra se rencontrer quand vous viendrez en Israël et voilà, nous sommes de tout cœur avec vous et nous soutenons bien sûr votre Alors, Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Je vous en prie, à vous aussi. Oui, bravo. Alors, juste parce qu'on va terminer bientôt, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'avais encore 2 questions parce qu'on est intarissable. Mona, premièrement, je vais quand même poser une question sur ce qui se passe en France aujourd'hui parce qu'on est complètement angoissé. Comment vous voyez ces élections? Est-ce que vous avez un sentiment quand vous regardez ce qui se passe? Vous êtes franco-iranienne? Les élections en France? Oui. Mais nous, on est très, 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 très inquiets, puisque on voit bien qu'il y a une grande chance que l'extrême droite ait la majorité absolue au Parlement. Et naïvement, les gens pensent que l'extrême droite sera la force par excellence pour lutter contre l'islamisme. Et on essaye vraiment de les éduquer à leur dire, ça fait déjà 2 ans qu'il y a la révolution en Iran et qu'on alerte tous les partis sur ce qui est en train de se passer. Si vraiment le but de l'extrême droite était de lutter contre l'islamisme, on aurait vu au moins une proposition de résolution ou au moins un communiqué du parti. Ça a été le seul parti à ne pas le faire, le seul. Et on sait que de nombreux membres du RN, je dis encore le Front National, mais ont prêté allégeance à Poutine et que les ordres sont clairs, pas de sanctions contre la République islamique. Et d'ailleurs, au Parlement européen, le RN s'abstient ou vote contre les sanctions contre la République islamique 1 fois sur 2. Donc, et idem pour tout ce qui est frères musulmans, sanctions contre la Russie, où là c'est quasi systématiquement. Donc, si vous voulez, les gens ont vu dans le discours populisme du RN une bouée de sauvetage, mais la situation risque d'être bien pire pour nous et, en tant qu'Iranienne et aussi pour nous en tant que Françaises, sans compter le recul des droits
des droits de tous en France même. Droits de l'homme et de la femme. Et surtout, il faut noter quand même qu'il y a pas mal dans la communauté juive française qui croient justement que ce mouvement d'extrême droite peut être un bouclier, c'est le mot employé, comme dit Marine Le Pen, un bouclier pour protéger les Juifs de France. Et comme vous venez de le démontrer, c'est pas du tout ce qui se passe dans la vie politique de ce parti, qui s'est aussi abstenu toujours quand il s'agissait de critiquer appliquer des sanctions à Poutine quand il a envahi l'Ukraine. Ils ont toujours eu une ligne justement dans ce que vous décrivez, soutenant l'axe, le nouvel axe du mal, on peut dire. Et j'ai une dernière question, j'ai peur qu'on doive arrêter. Qu'est-ce qu'on peut faire justement face à tout ce qui est cette espèce d'agitation, de pénétration des idées extrémistes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Éduquer, instruire, donner les bonnes informations. Moi, je dis toujours que toute seule, on est une goutte d'eau, mais que si toutes ces gouttes d'eau s'assemblent, on peut créer un torrent. Et je pense qu'il ne faut pas reculer. Moi, je le dis souvent. Moi, je vis aujourd'hui sous protection policière parce que je suis exposée et que je dénonce. Mais si on était des millions à dénoncer et à parler, donc cette majorité silencieuse qui aujourd'hui observe, voit, comprend, mais se tait, finalement, cette complicité silencieuse est meurtrière pour nos démocraties. Et je pense qu'il faut aussi investir massivement dans l'information pour permettre justement de contrer tous ces réseaux de propagande et ne pas s'asseoir et les laisser faire. Donc, utiliser toutes les connaissances qu'on a, sortir son carnet d'adresses, prévenir un maximum de personnes. Si on a des gens qui sont élus ou décisionnaires, les fatiguer jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus, mais leur dire qu'il faut agir parce qu'il nous reste peu de temps pour pouvoir le faire. Et l'avenir est plutôt sombre si on continue comme ça. Sauf si les Iraniens y arrivent et dans ce cas-là, tout le monde est tranquille. Voilà. On aimerait bien qu'il y arrive. Hein. Mais quand même, il faut continuer à parler, il faut continuer à se battre. Vous n'avez pas peur? Non. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour les Iraniens face à leur courage là-bas. Et pour nous. Merci beaucoup. Merci à vous.